Merci d'être sur la télévision. Labari poursuivra le journal de ce mercredi 10 juin 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette pensée aux acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Halidou Munkela du SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement tournant la page TLP Niger. Ils vont passer leur 84e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkaina, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix s'élèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Restons toujours dans ce milieu pour annoncer la convocation ce mercredi de la journaliste blogueuse Samira Sabou à la justice avant d'être placée en mandat de dépôt à la prison civile de Niamey. Pour le moment, nous ignorons le vrai motif de son arrestation, mais récemment, elle a fait une publication sur l'affaire du ministère de la Défense nationale dans laquelle elle a parlé d'un homme d'affaires cité dans le dossier du dit ministère et du fils du président de la République. Affaire donc à suivre. Justice toujours dans une déclaration hier, mardi 9 juin 2020, le Conseil de l'ordre des avocats du Niger s'est prononcé sur certaines irrégularités constatées dans le milieu de la justice nigérienne, notamment les atteintes graves au principe de la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice et la convocation répétitive du Conseil supérieur de la communication à tous ces greffes. Le ministère de la Justice, garde de Sceaux, a tenu à apporter des précisions dans cet élément. Accompagner les efforts de l'État dans la lutte contre la COVID-19, notamment en milieu carcéral, c'est dans cet esprit que la Commission nationale des droits humains CNDH a initié une mission de monitoring dans les établissements pénitentiaires du Niger. Une initiative organisée en collaboration avec le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD à travers l'appui de l'ONG internationale Oxfam, le projet appui aux défenseurs des droits de l'homme de la délégation de l'Union européenne et UNIS Niger. S'agissant de l'axe de la région du fleuve, ce sont les maisons d'arrêt de Kolo, Saï, Walam, Koutkale, Daïkaina et Tilaberi qui ont été visitées par le président de la CNDH et la délégation qui l'accompagne. Objectif et nous enquérir des conditions de détention des détenus et également faire le monitoring en lien avec le Covid-19. Comme vous le savez, les populations carcérales sont une cible très sensible. Nous nous sommes rendus compte effectivement qu'à certains endroits, ces mesures-là sont rigoureusement respectées et à d'autres, il y a des insuffisances qu'il faille corriger et par rapport donc à un renforcement notamment des bavettes que tous les détenus doivent porter. Et ils en sont conscients. Et je pense que ça fait partie des différents points sur lesquels nous insistons lors de ce passage-là. Nous sommes heureux également de constater qu'au niveau des différentes prisons, il y a eu un désengorgement lié donc aux 1500 détenus qui ont été libérés grâce aux efforts de l'État. Ceci est une fierté pour la CNDH. Nous sommes en compagnie de la Commission nationale des droits humains en appui à ces efforts inlassable pour la promotion et la protection des droits humains qui l'a amené à solliciter, n'est-ce pas, l'appui de ses partenaires dont le REPAD à travers son partenaire Oxfam et qui a décidé d'initier donc une mission de monitoring dans les maisons d'arrêt de la région de Tilaberi. L'autre point et objectif de nous autres acteurs de la société civile à travers cette mission, c'est de nous enquérir aussi au-delà des conditions de détention des détenus dans leur ensemble,
responsables, mais aussi et particulièrement celle des camarades de la société civile qui avaient été arrêtés, vous le savez, dans le cadre de la manifestation du 15 mars. Nous nous sommes rendus compte, ils nous ont affirmé, ils sont bien traités. Par ailleurs, dans chaque maison d'arrêt, la délégation du président de la CNDH, professeur Khalid Kiri, s'est longuement attardée sur les mesures barrières contre la COVID-19 et a fait un don de kits sanitaires contre la pandémie. Au nom donc de l'ensemble des bénéficiaires de la maison d'arrêt de Kolo, au nom du régisseur, nous vous remercions très sincèrement de ce geste très important. Je vous remercie beaucoup pour ces dons. Combien de fois vraiment significatifs que vous venez de faire à l'endroit des pensionnaires du centre de réinsertion professionnelle de Kolo et du personnel. À travers ces dons, vous exprimez une fois encore de plus toute l'attention que vous portez à la question de la détention au Niger. Et je peux vous assurer que ces dons seront utilisés de façon efficace et efficiente et au seul profit des bénéficiaires. Vous venez de faire un geste très symbolique dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Aujourd'hui, la politique du gouvernement, c'est d'aider partout. Et vous avez mis vos moyens pour envoyer le pas au gouvernement dans le cadre de la prévention du Covid-19 au milieu carcéral. Aujourd'hui, les maisons d'arrêt doivent être protégées parce que seule cette protection va éviter le pire au niveau de nos maisons d'arrêt. C'est donc une trentaine d'établissements pénitentiaires du Niger qui ont été visités par la Commission nationale des droits humains CNDH et ses partenaires, à savoir CREPAD Oxfam, la délégation de l'Union européenne à travers le projet ADDH et UNIS Niger. C'était là plutôt la visite de la délégation conjointe à la Commission nationale des droits humains CNDH et les organisations de la société civile nigérienne conduite par le professeur Khalid Ikri donc récemment dans les maisons d'arrêt, notamment de la région de Tillabéri. L'objectif de ce déplacement est d'évaluer les mesures prises pour lutter contre le coronavirus en milieu carcéral et procéder à la remise des kits sanitaires contre cette pandémie comme vous l'avez suivi dans le reportage. Je le disais dans une déclaration hier mardi 9 juin 2020, le Conseil de l'ordre des avocats du Niger s'est prononcé sur certaines irrégularités constatées dans le milieu de la justice nigérienne. Il s'agit notamment des atteintes graves au principe de la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice, mais aussi la convocation répétitive du Conseil supérieur de la communication à tous ces greffes. Le ministre de la Justice, Maurou Amadou, à travers un communiqué de presse, a tenu à apporter des précisions. Alice Sebrem. Dans une déclaration de presse rendue publique, le Conseil de l'ordre des avocats du Niger a cru devoir relever suite aux rencontres qu'il a initiées avec le ministère de la Justice et le SAMAN, ce qu'il appelle atteinte grave au principe de la séparation des pouvoirs et à l'indépendance de la justice. Pour éviter ces dires, ils se fondent sur une prétendue violation de la règle de l'inamovibilité des magistrats du siège et des convocations répétitives du Conseil supérieur de la magistrature, dont il déduit des conséquences pour s'en offusquer avant de suggérer sa réforme pour, dit-il, mieux garantir l'indépendance de la justice. La chancellerie est surprise de la légèreté avec laquelle une telle accusation est portée, car tout le monde le sait. La séparation des pouvoirs est dans notre pays une réalité et la Constitution, en son article 116, l'a érigé en règle en disposant que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Dans la pratique, ce principe ne connaît aucun tempérament qui soit du fait de l'autorité politique et il n'y a aucun exemple qui accréditerait une thèse contraire, sinon le Conseil de l'ordre aurait été le premier à le relever et à le dénoncer. C'est du reste pourquoi il se contente de l'affirmer sans preuve pour donner du crédit aux arguments du SAMAN. La séparation des pouvoirs qui est présentée dans la déclaration du Conseil de l'ordre comme non respectée est une lecture assez singulière du principe qui ne signifie pas que l'autorité politique de surcroît de nomination n'ait aucun regard sur le fonctionnement de la justice et le déroulement de la carrière de ceux qui l'animent.
Nier l'existence de ce lien équivaut à consacrer une république de juges électrons libres qui n'a de compte à rendre à personne, alors que même dans les démocraties séculaires, c'est à travers un exercice fonctionnel selon lequel les magistrats conduisent les procédures, mènent les débats et rendent leurs décisions de façon indépendante que s'apprécie cette séparation. Concernant l'inamovibilité, là aussi, il convient de préciser que même elle est consacrée par l'article 119 de la Constitution dans notre système comme dans celui de beaucoup de pays partageant les mêmes traditions juridiques et judiciaires. Il n'existe pas de cloisonnement entre les fonctions. Les magistrats étant polyvalents peuvent bien se retrouver les nécessités du service du siège au parquet et vice-versa, cette appréciation étant laissée au Conseil supérieur de la magistrature qui, fort heureusement, est organisé par la loi numéro 2011-24 du 25 octobre 2011. S'agissant de la question de la réforme du CSM, elle n'est pas à l'ordre du jour et ne peut être entreprise sans modification constitutionnelle. C'est au président de la République et à lui seul de juger de l'opportunité ou non d'une telle réforme. Du reste, dans sa configuration actuelle, le CSM a rempli sa mission conformément à la Constitution et est un gage de sûreté pour les magistrats eux-mêmes, contrairement à l'idée qui veut qu'il soit intrinsèquement composé de magistrats. Quant à l'indépendance, loin d'être un concept galvaudé dont on se sert dans les contingences du moment ou les intérêts que l'on veut défendre, elle doit plutôt être le reflet du comportement du juge, car la grande menace à celle-ci, ce n'est point l'exécutif, mais sans doute au regard de ce que l'on observe comme mauvaise pratique et manière de servir la propension des juges à se faire payer le service public qu'ils sont censés rendre au nom du peuple et leur accointance avérée avec des avocats porteurs de valises qui n'ont de but qu'à chercher à déséquilibrer la balance en faveur du mensonge. Dans un rapport publié ce mercredi 10 juin 2020, l'Amnesty International a dénoncé des exécutions extrajudiciaires et homicides illégaux commis par les militaires du Niger, du Mali et du Burkina Faso dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Amnesty International demande ainsi aux autorités des pays cités de mener des enquêtes sur ces violations et de poursuivre les présumés responsables de ces, donc devant les juges. Précision dans cet élément. Ce nouveau rapport de l'ONG Amnesty International publié ce mercredi 10 juin 2020 intitulé « Ils en ont exécuté certains et amené d'autres avec eux, péril pour les populations civiles dans le Sahel », l'ONG Amnesty a révélé la terreur dans des villages du Mali, du Burkina Faso et du Niger où des soldats ont tué illégalement ou soumis à des disparitions forcées d'au moins 199 personnes entre février et avril 2020. Selon Amnesty International, certaines des homicides commis s'apparentent à des exécutions extrajudiciaires et des personnes déplacées internes font partie des victimes. Dans ce rapport, Amnesty International appelle le gouvernement du Mali, du Niger et du Burkina Faso à mettre terme à l'impunité concernant les violations régulièrement commises par leurs forces de sécurité contre des populations non armées et à veiller à ce que les opérations militaires soient conformes aux droits humains et aux droits internationaux humanitaires. Au Mali et au Burkina Faso, où la situation est celle d'un conflit armé non international, les homicides délibérés de civils non armés par les forces de sécurité pourraient être constitutifs de crimes de guerre. L'insécurité règne au Sahel, où la population est entre les attaques des groupes armés et les opérations militaires en cours. On sait que l'armée procède à chaque fois à des dizaines d'arrestations arbitraires et que certaines des personnes arrêtées ne réapparaissent jamais. Mais on ignore l'ampleur réelle des violations commises par les forces de sécurité, a déclaré Samira Daoud, directrice pour l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale à Amnesty International. Pour elle, jusqu'à présent, les engagements des gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Niger promettant de remédier à ces violations n'ont pas été suivis d'effet. Les autorités de ces pays doivent de toute urgence enquêter de manière rigoureuse sur ces violations dont beaucoup pourraient constituer des crimes de guerre et veiller à ce que la population soit protégée pendant les opérations militaires contre les groupes armés, précise la directrice pour l'Afrique de l'Ouest et centrale à Amnesty International.
Le rapport de cette ONG dénonce les violations commises dans le cadre de la réponse militaire à l'insécurité au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ces trois pays étant confrontés à la menace de groupes armés tels que le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GSIM et à l'État islamique au Grand Sahara EIGS. Ces violations se sont produites dans le sillage du sommet de Pau en France qui a réuni le 13 janvier 2020 les pays du G5 Sahel dont les trois pays évoqués ci-dessous et la France et lors duquel ces pays ont réaffirmé leur partenariat dans la lutte contre l'insécurité au Sahel. Ce rapport qui a brossé la situation au Mali et au Burkina Faso a fait cas aussi du Niger où 102 habitants de la région de Tillabéri dans le sud du pays ont été arrêtés et soumis à une disparition forcée par l'armée dans le cadre de l'opération Al-Mahou entre le 27 mars et le 2 avril 2020. Les témoins ont dit à Amnesty, précise le rapport, entre le 27 et le 29 mars dernier, 48 personnes avaient été arrêtées par des soldats nigériens alors qu'elles se rendaient au marché à Ayoru ou qu'elles en revenaient. Les 54 autres ont été arrêtés par les forces de sécurité dans plusieurs villages le 2 avril, précise le rapport. Le rapport qui parle de 5 témoins interrogés qui ont tous souligné que toutes ces personnes avaient depuis disparu et que de nombreuses fosses communes avaient été découvertes à plusieurs endroits dans le département d'Ayoru. La plupart des habitants de la région n'osaient pas s'aventurer à proximité de ces fosses communes ni demander des nouvelles des victimes de disparitions forcées par crainte de subir à leur tour un sort peu enviable, précise le rapport. Selon Amnesty, la répression militaire a contraint de nombreuses personnes à fuir vers les zones urbaines pour s'y mettre en sécurité. La localité d'Inates est désertée par ses habitants et la plupart sont partis vers le sud, plus près des centres urbains en raison de l'insécurité, a déclaré un témoin à Amnesty International. Les autorités du Niger, du Mali et du Burkina Faso, précise le rapport, doivent mettre un terme aux homicides illégaux et aux disparitions forcées perpétrées par leurs forces de sécurité. Elles doivent faire libérer immédiatement toutes les personnes qui ont été arrêtées ou enlevées, à moins que celles-ci ne soient traduites devant un tribunal et inculpées d'une infraction dûment reconnue par la loi. Elles doivent aussi enquêter sur ces violations et en poursuivre les responsables présumés en justice. L'impunité ne fait qu'engendrer de nouvelles violences et atteintes aux droits humains, a déclaré Samira Daoud de l'ONG Amnesty International. Et puis cette brève, le secteur des enseignements secondaires, professionnels et techniques risquerait d'être perturbé demain jeudi 11 juin et vendredi 12 juin 2020. La Fédération des syndicats des enseignants du secondaire et de la formation professionnelle et technique menace d'aller en grève de 2 jours, le jeudi 11 et le vendredi 12 juin 2020. Les enseignants exigent entre autres l'ouverture des recrutements sans concours des enseignants contractuels à la fonction publique au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. La nomination de 694 DAP SEG de la 6e promotion et de 466 de la 7e promotion et de 136 d'Amir Sultan. Il demande aussi le déblocage immédiat des promotions au grade au titre de l'année 2016, la libération des enseignants contractuels de Niger Post afin de leur permettre d'aller dans les banques de leur choix, et enfin la FCEG, donc la FCEG fustige les affectations des membres exécutifs des syndicats. Et vous pourrez suivre à la fin de cette édition, comme tous les mercredis, votre rubrique hebdomadaire chronique judiciaire. Elle porte aujourd'hui sur l'appel. Cela dit, le médiateur de la République et les responsables du programme SHIGA, c'est Sahel Human Voice in Governance Activity, ont signé ce matin un protocole d'entente en vue de renforcer davantage une meilleure transparence des institutions publiques. SHIGA est un programme financé par le gouvernement américain à travers l'USAID. Ismaël Moumouni. Signature et échange de parts à faire. À travers ce geste, la médiature de la République du Niger et
Sahel Human Voice in Governance Activity SHIGA vient ainsi de ratifier un protocole d'entente entre les deux institutions. SHIGA est un programme qui appuie les politiques publiques de développement économique et social par le renforcement des capacités des institutions étatiques et des structures de la société civile d'une part et de la création des espaces de dialogue constructif d'autre part. Est conçu en 3 volets. Le premier volet, FSVC, fournira une assistance technique aux organisations de la société civile qui visent à renforcer leur capacité à plaider en faveur des changements positifs. Volet 2, FSVC soutient les institutions gouvernementales ciblées pour renforcer leur efficacité et transparence dans la mise en œuvre des politiques publiques. Volet 3 vise à la création ou le renforcement des espaces d'engagement constructif entre les citoyens, la société civile et l'État pour identifier et mettre en œuvre des politiques prioritaires ciblées. Le présent protocole d'entente porte sur certains axes stratégiques pour les 2 institutions. Sans être exhaustive, les interventions de SHIGA chez le médiateur de la République vont porter sur certains points dont l'appui au renforcement institutionnel, l'assistance technique, la mise en œuvre de la charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs, l'appui à l'élaboration de guides citoyens et l'appui à l'organisation des audiences foraines. Ce partenariat va contribuer à une meilleure transparence des institutions publiques ainsi que les échanges constructifs entre l'administration et les citoyens. L'arbitre de SHIGA est dès lors fondé sur le respect, la diversité, la concertation, le dialogue, la transparence et la co-responsabilité. Il est donc heureux qu'avec un tel partenaire, les solutions aux problèmes et aux difficultés quotidiennes ne doivent plus être imposées d'en haut ou du dehors, mais trouver ensemble dans le respect des réalités socio-culturelles, dans le respect de nos contraintes et dans le respect de nos aspirations. Une telle vision, j'en suis sûr, va nous valoir des avancées significatives. Après la signature du mémorandum, les partenaires ont eu droit à une visite guidée des locaux de la médiature. Pour rappel, SHIGA a été conçu entre 2016 et 2018 par l'équipe de l'IACD après les consultations des institutions nationales, des partenaires au développement et de la société civile. Ce projet est financé par le gouvernement américain à travers l'IACD et cela pour 3 ans. Merci Simal Mounia. L'espace France Fanon a servi de cadre cet après-midi à un point de presse animé par l'association alternative Espace Citoyen relativement à une enquête sur le budget ouvert. Des portées internationales car opérées dans 117 pays donc sur une période de 18 mois. Cette enquête, objet de la présente rencontre, aide la société civile nigérienne à évaluer et à s'entretenir avec son gouvernement sur la déclaration et l'utilisation des fonds publics. Le résumé avec Adam Ousmana et Chebou Guissou. Cette sortie médiatique de l'association alternative Espace Citoyen vise à rendre publique une enquête internationale portant sur le budget de 117 pays de par le monde à laquelle elle a participé. Une enquête prenant en compte 3 aspects, à savoir la transparence, la participation des citoyens et le contrôle budgétaire, dont les résultats pour l'année 2019 se présentent comme 114% des pays enquêtés qui ne fournissent pas suffisamment d'informations à leurs concitoyens. 74% c'est beaucoup, ça montre qu'il y a à peine 26% qui donnent suffisamment d'informations à leurs concitoyens. Sur la participation, on se rend compte au plan mondial, la note est faible, elle est de 14 sur 100. Rappelez-vous sur la transparence, 45 sur 100 à l'échelle mondiale. Sur la participation, on est seulement à 14 sur 100. On se rend compte qu'il y a un certain nombre de pays
comme la Sierra Leone en Afrique, comme la RDC, qui font quand même quelques efforts en créant des espaces où les citoyens viennent, en fonction des informations qui sont à leur portée, discuter avec les pouvoirs publics. Vous avez par exemple des pays, lorsque la Cour des comptes fait la situation de l'exécution du budget, elle fait appel à la société civile pour dire, alors, qu'est-ce que vous avez constaté sur l'exécution du budget, quelles sont les informations, etc. Alors, sur le contrôle, on se rend compte que là aussi, il y a suffisamment d'insuffisance. On se rend compte, par exemple, que le tiers des assemblées nationales qui ont été concernées par cette enquête ne discutent pas le rapport de la Cour des comptes. C'est-à-dire, la Cour renvoie le rapport pour dire, voilà ce que j'ai constaté sur l'exécution du budget. Mais ça passe comme s'il s'agissait d'un document banal. Il n'y a pas de discussion sur les constats faits par la Cour des comptes. Classé 100e pays sur les 117, le Niger, pour sa part, a enregistré comme résultat. En matière de transparence, le Niger, la moyenne mondiale, je l'avais dit, c'était 45 sur 100. Le Niger a 17 sur 100 en matière de transparence. Sur la participation, nous sommes comme le Sénégal, comme d'autres pays de la sous-région, on est à 0%. Ça veut dire qu'on n'a créé aucun espace à partir duquel les citoyens peuvent influencer sur les décisions budgétaires. Donc 17% sur la transparence, 0% pour la participation et 43% pour le contrôle. Alors, quand on a 43% sur le contrôle, ça peut donner l'impression qu'il y a un contrôle fort. Rappelez-vous de l'échelle que je viens de placer, mais aussi les 43 points renvoient parfois au pouvoir qui est donné dans la loi. C'est-à-dire, lorsque vous regardez les textes de loi sur la Cour des comptes, sur l'Assemblée nationale, ce qui dit la Constitution, ces structures ont du pouvoir. Mais on se rend compte que c'est dans la pratique le problème. Dans la pratique, le pouvoir qu'ont la Cour des comptes ou l'Assemblée, ils ne font pas usage de ce pouvoir. Gageons que pour la 8e édition, le Niger puisse améliorer ses performances afin que le public puisse avoir accès aux informations budgétaires, que les citoyens participent au processus budgétaire national et renforcer le contrôle budgétaire. Oui, parlons du budget Adam Ousmana. Voté le 8 juin dernier par l'Assemblée nationale, la loi rectificative portant loi de finances 2020 qui connaît désormais une hausse de l'ordre de 6,15% suscite les réactions au sein des acteurs de la vie sociale. C'est l'exemple de la réaction de El Haja Idi Abdou à travers ce nouveau collectif, les élus du peuple, tout comme le gouvernement, prouvent à la face du monde leur mépris des préoccupations du peuple. Suivons El Haji Idi Abdou à la société civile nigérienne. Ils ont fait leur choix, les députés, pour aveuglément et les yeux fermés soutenir le gouvernement, et surtout par rapport à la loi de finances. Ils n'ont même pas la capacité effectivement de proposer quoi que ce soit et en contrepartie trouver où il y aura l'argent. Donc même dans les lois normales, ils ne sont pas capables en fait de faire leur travail de représentant du peuple. Ce n'est pas avec une loi rectificative qu'ils le feront. Et dans tous les cas, ce gouvernement-là, depuis l'avènement de la 7e République, son choix est clair. Il a choisi ce qu'ils appellent les gros investissements et la question de sécurité à partir de 2013. Avec tout ce que ça implique, naturellement, lors de ce collectif-là, il reflète exactement, juste on a pris prétexte de la situation de la pandémie pour effectivement le faire. Mais quand vous regardez dans le détail, l'argent est parti ailleurs que effectivement véritablement sur le plan de la lutte contre la pandémie. À main levée, j'ai jeté un coup d'œil rapide et je vois 11 milliards qui sont inscrits comme dotation au cabinet du président. Qu'est-ce que 11 milliards cherche quand même dans ce pays avec ce qu'on a? Qu'est-ce que 11 milliards cherche dans le cabinet du président de la République? Vous savez, il y a beaucoup de choses sous la présidence. Et c'est ça qui fait qu'on avait dit que non, ces éléments-là ne devraient pas être sous la présidence parce que le président de la République n'est pas responsable devant le Parlement. Il faut les rattacher à un ministère où le ministre ou le premier ministre peut rendre compte devant le Parlement.
C'est de cela dont il s'agit. Et j'ai regardé, j'ai vu quelques 700 millions pour l'enseignement secondaire et j'ai vu 7 milliards pour le primaire. Et ça même, c'est pour le paiement des pécules. Et ici, la question que je me pose, ont-ils opéré un autre recrutement pour effectivement allouer dans la nouvelle ouverture des crédits, allouer 7 milliards pour le paiement de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a toujours problème d'enseignants, ils ont recruté. J'ai vu à l'heure de ça, là, il n'y a plus rien du tout. Effectivement, le budget reflète leur option, leur choix. Leur choix, c'est effectivement d'abandonner les secteurs sociaux. C'est évidemment les gros investissements, comme ils disent entre guillemets, qui induisent des commissions et qui permettent effectivement de faire ce qu'ils sont, enfin ce dans quoi ils se sont spécialisés en fait. Leur choix est en déphasage avec les préoccupations des citoyens et ce n'est pas maintenant qu'ils vont changer et surtout qu'ils n'ont pas de l'oreille pour écouter les gens. Eux là, ils n'ont pas d'oreille, ils sont sourds. S'agissant de l'écoute des citoyens, ils sont sourds et ce n'est pas maintenant qu'ils vont entendre. L'acteur de la société civile, El Hadja Idi Aoudou. Comme annoncé, nous en venons à présent à notre rendez-vous hebdomadaire. La rubrique chronique judiciaire cette semaine, maître Suleiman Seydou, avocat à la Cour, nous éclaire sur le thème appel. Très bonne réception. L'appel, c'est une voie de recours ordinaire. Vous savez, lorsque vous êtes en litige avec une personne, l'organisation judiciaire au Niger fait en sorte qu'il y a ce qu'on appelle le principe de double degré de juridiction. C'est-à-dire lorsque l'affaire est déférée devant une juridiction, le tribunal des grandes instances ou la juridiction qui statue en premier ressort. Lorsque la juridiction rend sa décision, vous, partie prenante au procès, vous pouvez estimer que la décision n'a pas été rendue conformément à la loi ou que la décision a été mal rendue. Lorsque vous n'êtes pas satisfait, en résumé, de la décision rendue par une juridiction en premier ressort, que vous avez la possibilité de contester cette décision devant des juridictions des niveaux supérieurs, devant la cour d'appel. Et donc l'appel en réalité, c'est une voie de recours ordinaire qui tend à faire réformer ou annuler par la juridiction d'appel les décisions rendues en premier ressort par les juridictions de premier degré. Lorsque vous prenez l'architecture de l'organisation judiciaire, vous avez par exemple les tribunaux d'instance, vous avez les tribunaux des grandes instances, vous avez les cours d'appel et vous avez la cour de cassation. Lorsque le tribunal de grande instance rend par exemple une décision et que vous n'êtes pas satisfait de cette décision rendue par le tribunal, vous avez la possibilité de contester cette décision et d'aller devant des juridictions de niveau supérieur. Et donc le mécanisme qui permet à une personne de contester une décision rendue par les juridictions de premier degré, c'est justement l'appel. Donc l'appel permet en réalité à une personne de s'opposer, de demander à des juridictions de niveau supérieur d'examiner à nouveau le dossier parce que la personne estime tout simplement qu'elle n'est pas satisfaite de la décision qui a été rendue par le juge de niveau inférieur. Et donc le droit d'appel appartient à toutes les parties qui ont intérêt si elles n'ont pas renoncé à faire appel. Vous n'êtes pas obligé dans le cadre d'une procédure de faire appel. Si le tribunal rend une décision, vous pouvez être satisfait de la décision. Vous n'avez pas besoin de faire appel. Ou même si vous n'êtes pas satisfait de la décision, vous pouvez renoncer à votre droit d'appel et ne pas du tout faire appel. L'un dans l'autre, toutes les parties prenantes
à la procédure d'instance ont la possibilité, si elles le souhaitent, d'interjeter appel. S'il y a 10 personnes dans un dossier et que le jugement concerne les 10, tous les 10 ont la possibilité de relever appel de la décision devant la juridiction de niveau supérieur. Alors, l'appel est porté devant ce qu'on appelle la cour d'appel, en fonction bien entendu du découpage qui a été fait. Aujourd'hui, vous savez qu'on a 3 cours d'appel qui sont présentement fonctionnels. Il y a la cour d'appel de Niamey, la cour d'appel de Zender et la cour d'appel de Tawa. Et donc, lorsque vous n'êtes pas satisfait d'une décision, vous relevez appel de la décision devant l'une des 3 cours d'appel en fonction justement de votre localisation géographique par rapport à la localisation géographique auquel du tribunal qui a rendu la décision. Si vous êtes par exemple, la décision a été rendue par le tribunal des grandes instances hors classe de Niamey, si vous voulez faire appel, vous faites votre appel devant la cour d'appel de Niamey. Vous ne pouvez pas le faire appel devant la cour d'appel de Zender ou devant la cour d'appel de Tawa. Si la décision a été rendue par exemple par le tribunal des grandes instances de Maradi, vous portez votre appel devant la cour d'appel de Zender. Vous ne pouvez pas porter votre appel devant la cour d'appel de Niamey. C'est pareil lorsqu'une décision est rendue par exemple par le tribunal des grandes instances d'Agadez ou par le tribunal des grandes instances de Tawa. L'appel de ces décisions est déféré devant la cour d'appel de Tawa. Donc c'est extrêmement important lorsque vous vous trompez de juridiction devant laquelle vous devez porter votre appel sera tout simplement soit déclaré irrecevable si vous ne respectez pas les délais, ou la juridiction qui a été maladroitement saisie va se déclarer incompétente pour connaître de votre dossier. Alors, en ce qui concerne l'opposition, on avait rappelé la semaine dernière que vous avez un délai de 15 jours pour pouvoir faire opposition à compter de la signification. En ce qui concerne l'appel, le délai d'appel est de 1 mois. Le délai d'appel est de 1 mois et ce délai commence à courir pour les jugements qui ont été rendus contradictoirement entre les parties au jour où la décision a été rendue. Quand on parle de décision contradictoire, c'est une décision qui n'est pas rendue par défaut, où toutes les parties étaient présentes au moment où le juge rend sa décision. Si vous étiez parti au procès et que le jugement est contradictoire, vous avez un délai de 1 mois à compter du jour où la décision a été prononcée pour pouvoir faire appel. Si la décision était réputée contradictoire, par exemple, à votre égard, vous avez un délai qui est toujours de 1 mois à compter du jour où on vous signifie la décision. Ou même si c'est une décision qui a été rendue par défaut, si on vous signifie la décision, si vous voulez faire appel, c'est dans le délai de 1 mois. Et donc l'appel également, c'est par voie d'huissier, par acte extrajudiciaire. L'appel, il y a des mentions qui doivent figurer dans votre acte d'appel sous peine de nullité. Et en ce qui concerne les matières, en tout cas spéciales, l'appel peut être fait par simple déclaration. En matière pénale, l'appel, c'est par simple déclaration. En matière coutumière, l'appel, c'est par simple déclaration. Et même en ce qui concerne le tribunal de commerce, l'appel, c'est également par simple déclaration. Mais en ce qui concerne les autres matières, l'appel, c'est par acte d'huissier. Et donc, l'effet principal de l'appel, c'est que l'appel suspend l'exécution de la première décision. C'est-à-dire que si une décision a été rendue contre vous et la décision vous condamne à payer 15 millions de francs CFA à une personne, lorsque vous faites appel, cette décision-là, la personne ne peut pas l'exécuter, la décision est suspendue. C'est ça l'effet de l'appel. L'appel a un effet suspensif. Sauf si la décision contre laquelle vous avez, en tout cas, interjeté appel, est assortie de ce qu'on appelle l'exécution provisoire. C'est-à-dire en ce moment-là, même lorsque vous faites appel, si la première décision est assortie de l'exécution provisoire, on peut l'exécuter, sauf si vous faites ce qu'on appelle une procédure de défense à exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel. Donc le premier effet de l'appel, c'est de suspendre l'exécution de la décision qui a été rendue, sauf si la décision est assortie de l'exécution provisoire. Le second effet, c'est ce qu'on appelle l'effet dévolutif de l'appel. L'effet dévolutif de l'appel, en réalité, ça remet en cause la chose
jugé devant la juridiction du niveau supérieur. C'est comme si tout ce qui a été fait, en tout cas en première instance, sera à nouveau rejugé devant la cour d'appel qui va examiner en fait et en droit votre litige. Il va examiner les moyens que vous présentez pour pouvoir prendre une décision à bon escient.